Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Challenge. La pêche traditionnelle au Niger est confrontée à de nombreux défis. La baisse des captures de pêche qui résulte de plusieurs causes n'est pas sans conséquence sur l'avenir de la filière et la survie des pêcheurs. Alors, dans quelle mesure la pisciculture serait l'avenir de la pêche traditionnelle au Niger? Suivez-nous, vous en saurez plus dans ce reportage. Agri-Challenge. Au Niger, la pêche traditionnelle est une activité pratiquée le long du fleuve et dans les nombreux lacs et mares du pays. Cependant, cette activité est soumise aux fluctuations saisonnières et aux impacts du changement climatique qui compliquent le développement de cette filière. Actuellement, nous traversons une situation un peu particulière du fait des changements climatiques. Il y a une modification de l'environnement naturel, en réalité du poisson. Donc, je parle des plans d'eau intérieurs. Ce sont les lacs, les fleuves que nous avons. Il y a une modification qui est liée d'abord à l'effet climatique. Il y a des changements qui sont dus à l'effet anthropique. Toutes les zones de frayeur là où les poissons peuvent se reproduire naturellement, ces zones-là aujourd'hui sont occupées par la riziculture. Vous avez un certain nombre de barrages qui sont faits sur certaines rivières pour faire de l'agriculture. Tout cela, les poissons ne peuvent pas remonter et se reproduire correctement. Vous avez aussi un problème qui est lié à l'ensablement aujourd'hui du fleuve. Vous avez un ensablement qui est là, qui fait que le fleuve n'a plus sa capacité d'antan. Donc toutes ces difficultés-là font que le poisson n'arrive plus à se reproduire correctement. Quant à la pisciculture ou l'élevage de poissons, elle est une pratique en croissance au Niger pour répondre à la demande croissante en produits halieutiques et compenser la baisse des captures de pêche traditionnelles. J'étais un passionné de la pisciculture en réalité. Depuis la tendre enfance, on allait à la pêche parce qu'on était sur le fleuve. Mais n'empêche, il y a aussi la formation. Quand on s'est débrouillé, on a eu un peu d'argent. On s'est demandé où mettre cet argent. Alors on s'était dit que voilà, pour bien choisir, peut-être il n'y a que la pisciculture. Parce que c'est là-bas qu'il n'y a pas de perte. Autrefois, les pêcheurs dépendaient largement de la pêche pour leur subsistance. Aujourd'hui, les pêcheurs n'arrivent plus à vivre de leur activité. Agri-Challenge. Le poisson se raréfiant, les pêcheurs se trouvent désormais dans une situation où la seule alternative est de devenir pisciculteur. La transition de pêcheur à pisciculteur demande plusieurs exigences. Quand vous prenez un poisson dans la nature, c'est une ressource qui est commune, partagée. N'importe qui a le droit, n'importe qui a accès à cette ressource-là. Mais quand vous voulez ramener maintenant un pêcheur vers l'aquaculture, ça pose un sérieux problème. Le problème d'abord, c'est la gestion de la ressource, parce qu'elle nécessite la maîtrise d'abord du domaine. Quelqu'un qui a l'habitude de partir prendre le poisson dans un plan d'eau naturel, vous lui demandez aujourd'hui d'élever le poisson, cela demande quoi? Ça demande une certaine technicité. Que le pêcheur accepte d'être aujourd'hui aquaculteur, accepte de dépenser de l'argent pour le poisson qu'il va élever et vendre, et accepter aussi de tenir un cahier de comptabilité, parce que ça devient une activité commerciale où si j'investis quelque chose, je dois savoir combien j'ai dépensé, à combien le poisson est sorti et à combien je peux le revendre. La pisciculture est une activité florissante. L'exemple de Dr Munkaila est très révélateur et peut inciter les pêcheurs à se reconvertir dans cette nouvelle activité. Prenons ce petit étang de 200 mètres carrés. Essayons de mettre des silures dedans. Limitons seulement à 50 par mètre carré. On prend la moitié. 200 mètres carrés multipliés par 50, 200 fois 50, ça fait déjà 10 000, n'est-ce pas? Donc 10 000 poissons. Alors ces 10 000 alevins, on les paie seulement à 200, maximum 250 francs l'unité. On les nourrit pendant 6 mois et ils deviennent 1 kg 500, 1 kg 200. Pour les vendre, ne serait-ce qu'à 1000 francs par unité. Donc 10 000 multiplié par 1000 francs, ça fait 10 millions.
Et ceci en 6 mois. S'il enlève ses investissements, sûrement que ça va lui rester beaucoup. Et s'il multiplie ses bassins, ça allait être beaucoup. La mise en œuvre des initiatives de restructuration du secteur de la pêche permettra aux pêcheurs de s'adapter aux nouvelles exigences du domaine et de se reconvertir vers la filière piscicole. Dans la plupart des pays, l'activité de la pêche et de l'aquaculture, c'est deux activités qui vont ensemble. Et nous saluons beaucoup les initiatives de l'État, de la DPA. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de restructuration de la filière. On est en train de faire en sorte que ces pêcheurs-là soient mieux organisés, les aquaculteurs aussi mieux organisés, et voir comment mettre en place une structure au niveau national, une interprofession qui va mettre vraiment en synergie ces deux activités-là de façon à ce qu'une activité supporte l'autre. Dans ce cas, c'est à l'aquaculture, aux professionnels, en réalité de supporter l'autre côté de la pêche traditionnelle. Agri-Challenge. Avez-vous une fois entendu parler de compost aérien, de compost en fosse ou encore du bokashi? Eh bien, tous ces éléments sont des amendements que les producteurs agricoles apportent au sol pour améliorer la productivité agricole. Ces fertilisants sont le fruit de la recherche approfondie sur la gestion des déchets naturels. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour en savoir plus dans ce reportage. Agri-Challenge. La gestion des déchets urbains est un concept qui prend de plus en plus de l'ampleur au Niger grâce à son impact significatif, notamment dans le domaine agricole, environnemental et sanitaire. Les villes croissent rapidement et l'activité anthropique exige une prise en charge immédiate et réfléchie de ces déchets naturels. On assiste alors aujourd'hui à une valorisation accentuée de ces déchets, une ère qui marque la révolution du monde agricole. On est dans des villes où produire des déchets est une activité très énorme. Je vous prends juste, par exemple, la ville de Maradi. On avait un projet qui s'appelle Agro2Ecos, qui s'intéresse justement donc à la valorisation des déchets dans la ville de Maradi. Dans ce travail de ce projet-là, on a fait un travail de cartographie et de caractérisation, on va dire, des déchets. Et à l'épreuve donc des faits, la ville de Maradi, c'est une ville qui produit énormément de déchets. Et quand on regarde, par exemple, on a plus de 215 dépotoirs. Parmi donc ces dépotoirs-là, on a ce qu'on appelle dépotoirs sauvages qui sont entreposés, en tout cas pêle-mêle, dans la ville. Nous partons sur un premier principe. Donc le premier principe qui suppose que les denrées alimentaires sont essentiellement produites dans les zones rurales. Les zones rurales alimentent les zones urbaines en denrées alimentaires. Lorsque donc les aliments viennent dans les zones urbaines, les populations en consomment. Et après consommation, ça devient donc des déchets post-consommation. Donc ces déchets-là, nous, dans le cadre de nos projets, on essaie justement donc d'aller vers une valorisation de ces déchets-là. Pourquoi ? Quand on prend par exemple le cas spécifique du Niger, on connaît le pouvoir d'achat faible des producteurs. Souvent les statistiques indiquent que le paysan nigérien vit des moins d'$1 par jour. Donc quelqu'un qui vit des moins d'$1 par jour n'a pas justement donc l'argent qu'il faut pour aller chercher donc des intrants agricoles, notamment donc des engrais ou d'autres produits pour pouvoir booster donc les rendements agricoles. Alors nous, ce que nous faisons justement donc c'est orienter les réflexions, par exemple à des populations, sur l'idée d'utiliser ces déchets-là. Parce que ces déchets-là sont des engrais verts que nous produisons nous-mêmes. Pour mieux exploiter ces déchets ménagers, le groupement d'organisations paysannes Moriben a mis en son sein un système de collecte et de transformation, mais aussi et surtout une bonne organisation pour permettre à ses membres d'être en mesure de produire des engrais organiques pour leurs exploitations. La gestion des déchets ménagers, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, elle a existé de façon endogène avant que, avec les nouvelles connaissances, qu'on apporte d'autres techniques mieux améliorées, plus abouties, plus éprouvées pour faire cette transformation de façon rapide et aussi de façon plus efficace. Pour les producteurs qui ont les moyens et qui ont la volonté, ils ont leur propre compostière, donc tout déchet qu'ils collectent, ils le font à l'intérieur de leur ménage et c'est à l'intérieur du ménage que la transformation se fait avant de faire le transport du produit final, du fertilisant, vers le champ. Dans beaucoup de cas, c'est qu'on conseille, parce que ce n'est pas toujours le cas qu'un seul ménage puisse avoir suffisamment de résidus agricoles, ou bien de déchets ménagers, pour avoir une quantité de compost assez importante
pour le mettre dans la chaîne de transformation assez rapidement. Donc dans ce cas, on conseille aux gens de se regrouper par affinité, notamment ceux qui sont dans les mêmes groupements. Ils collectent leurs déchets. Il y a un composteur qui est commun. Les gens le mettent ensemble et de toute façon, une fois que le compostage de ces déchets ménagers est fait, c'est sur le même site maraîcher que ce compost va se retrouver. Donc sur un jardin collectif et les gens travaillent comme ça. Donc les deux systèmes existent, l'individuel et le collectif. Le processus de valorisation de ces déchets est multi-échelle. Par ailleurs, avant d'entamer le processus de transformation de ces déchets ménagers, il existe une étape très importante qui consiste à soustraire les déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables, appelé le tri des déchets. Les déchets organiques issus des ordures ménagères ou industrielles qui sont utilisés dans un processus de compostage pour générer des fertilisants sont ensuite répandus dans les champs. Le compostage, ça se fait comment? Ça se fait de plusieurs manières. Donc, il y a par exemple le compostage aérien où on peut entreposer donc, des tas de matière organique qu'on peut arroser périodiquement et on peut faire donc du retournement pour qu'on puisse assister à une homogénéisation donc, de la dégradation de la matière organique. Donc ça, c'est le compostage aérien. On peut avoir également le compostage dans des fosses. Donc, ça veut dire qu'on ouvre une fosse. Dans la fosse là, on essaie donc d'empiler des tas donc, de déchets organiques différents. Et donc, ces déchets organiques différents là, on procède de temps en temps, notamment 1 à 2 semaines au retournement et on arrose. Donc, quand on arrose, ça va stimuler l'activité biologique. Donc, vous allez voir des vers de terre et d'autres organismes biologiques qui vont venir fragmenter, décomposer et minéraliser donc la matière organique et après vous aurez un produit en tout cas donc de très bonne qualité qu'on peut utiliser dans le domaine de l'agriculture. Il y a également par exemple le bokashi. Le bokashi c'est aussi un engrais vert là qu'on est en train donc de vouloir faire sa promotion. Le bokashi c'est du compostage mais du compostage où son processus est réduit. Donc ça veut dire qu'au lieu d'aller dans 2 ou 3 mois pour avoir du compost, déjà à moins d'1 mois on a le bokashi qui est tout prêt. Et donc le processus c'est un peu similaire, mais on utilise d'autres ingrédients justement comme du savon et autres pour pouvoir booster disons donc la décomposition de la matière organique. Il y a également une autre manière d'utiliser par exemple la matière organique ou bien les déchets sans même les composter. Donc vous allez voir les populations, souvent ils prennent les déchets comme ça, ils les amènent directement dans leurs champs. L'activité de gestion des déchets ménagers urbains ou encore de valorisation des déchets naturels contribue fortement à booster les rendements agricoles et accroître les revenus des producteurs agricoles. Le premier avantage, c'est que la gestion des déchets ménagers nous permet de maintenir notre environnement propre. Parce que comme on dit, nos maisons doivent être propres, c'est les champs qui doivent être sales. Et même si c'est le contraire qu'on voit ici, en ville encore ça va, mais quand vous partez en milieu rural, vous pouvez voir que les gens cohabitent avec les animaux, donc c'est plutôt les maisons qui sont sales et les champs sont propres. Et quand la maison est propre, le déchet qui est récupéré est transformé en fertilisant qui va aller au champ et qui va amender votre champ. Cela permet d'améliorer la qualité de votre sol et d'accroître votre productivité. Et aussi, votre revenu à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez certainement dans votre grenier suffisamment à manger peut-être et vendre même une partie pour avoir des revenus. Agri Challenge. Nous voilà au terme de ce numéro d'Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bien édifiés. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission sur Télé Sahel le samedi prochain à partir de 19h. Retrouvez également l'intégralité de cette émission sur la radio Challenge FM et sur notre web TV B-Challenge. Sur ce, je vous dis bonsoir.